rosseau de 3 mètres amène devant la porte qui assure la préservation de la cavité et de ses merveilleuses concrétions. Un puits de 7 mètres s'ensuit, conduisant à une diaclase d'une dizaine de mètres. Le P34 démarre alors étroit, justifiant tout à fait le nom de la grotte. Il a été toutefois légèrement élargi dans sa partie haute en 2011 par Alain Marty, Alain Faure, Jean-Claude Bourrel et Olivier Coquelet. Passé donc cet entonnoir, on prend pied sur une corniche. Le puits se poursuit alors plus tranquillement, en s'élargissant. On pose les pieds à moins 56 mètres dans la salle du premier jour. Ce niveau reste assez constant, malgré plusieurs ressauts, nécessités par des coulées ou de gros blocs. Certaines extrémités de galeries remontent à moins 25 mètres. Le développement total est de 2500 mètres. Le réseau de la misanthrope avec l'entrée en assurant la moitié. Environ 900 mètres sont donnés par le réseau Moustache et les 300 derniers mètres par le réseau des Loirs. L'extension globale est faible avec seulement 280 mètres. On comprend l'enchevêtrement et la superposition de certaines parties. L'ensemble est globalement très chaotique et donc très labyrinthique avec de nombreux passages bas et étroits faisant communiquer les secteurs, les salles et les niveaux différents. Nous traversons la salle du premier jour, qui est l'une des plus vastes de la cavité et qui montre quelques concrétions de calcite au plafond. Sur le côté, nous grimpons une paroi et arrivons sur un balcon où trône un superbe bouquet d'aragonite. Derrière, nous entrons dans l'une des parties labyrinthiques étroites, faisant communiquer plusieurs secteurs de la cavité. En passant devant la tour de Pise, énorme masse calcitée, détachée et inclinée, on pénètre précautionneusement dans le boyau touffu, nom donné au vu du foisonnement d'aragonite coralloïde qui tapisse les parois. La cavité a donc été découverte le 7 novembre 1978 par les Guiraud sur les indications de M. Tisseire, maire de Cabrespine. Elle est explorée immédiatement jusqu'au sommet du P34. Le lendemain, les mêmes avec Capdeville et Alibert tentent en vain de faire descendre ce dernier dans le puits. Le 25 décembre, Capdeville et Gros dynamitent l'accès à une branche latérale explorés par eux-mêmes. Le 25 janvier 1979, Capdeville et la section de Villeneuve, Gros, Guiraud et Pérez commencent le dynamitage du puits, poursuivi courant avril. Le travail n'est repris qu'en février 1981. Après 2 jours de labeur, Besse, Calvérac, Pérez, Revel et Vion atteignent le fond du puits et explorent les premières salles du premier jour, des prismes et du gland. Dans les jours qui suivent, la galerie de la Brèche, les galeries du fond à moins 56 mètres, le boyau touffu, ainsi que le réseau Moustache sont découverts. En octobre, Besse et Vion font la jonction entre la salle des perles et celle des prismes. Ils explorent le début du réseau des Loirs, qui sera terminé en janvier 1983 par Besse et le couple Masse. L'entrée basse est découverte le 3 avril 1987 et explorée par les Masse et Capdeville. Le lendemain, une porte est installée par les mêmes. Celle-ci sera fracturée ultérieurement et le passage bas définitivement fermé en 2010. Sortis du boyau touffu, nous descendons une courte coulée et prenons pied dans une longue galerie noyée dans sa partie basse. Ce sont les petits baigneurs inclus dans le réseau Moustache. Ils communiquent avec les 2 autres secteurs, le réseau des Loirs et le réseau de la misanthrope, par des passages difficiles sans grand intérêt pour nous. Nous poursuivons la galerie à l'opposé du plan d'eau et par une succession de rosseaux glissants, nous arrivons à la salle de la Craquette, véritable sanctuaire de l'aragonite. Notre visite s'arrêtera là. On n'aura parcouru qu'un dixième de la cavité, mais le plus remarquable en termes de concrétionnement.
De manière classique dans le secteur, la cavité s'ouvre dans les calcaires dolomitiques à patine blanche du Dévonien inférieur. Comme pour d'autres grottes du Minervois et du Cabardès, ce contexte géologique explique la formation de l'aragonite. Il n'y a aucune circulation d'eau en temps normal. On note seulement la présence de gourds et de bassins. Lors de fortes pluies, la salle du premier jour et les galeries inférieures alentour, jusqu'au boyau de moins 56 mètres, se remplissent d'eau qui arrive par le sol de la salle. Il semble que l'eau s'évacue ensuite par le boyau de moins 56. Le débit est toutefois peu important. La cavité a connu des phases plus actives attestées par la présence de coups de gouge, marmitages, lits de gravier, de galets et de sable, dont certains ont été fossilisés par des coulées de concrétion. L'examen des coups de gouge montre que les circulations se faisaient du nord vers le sud, comme la Camoux. La cavité peut donc correspondre à un réseau de flancs de vallée, creusé par la rivière, ou bien être un réseau plus ancien, repris par la Camoux. Après avoir fait le plein d'images fantastiques, il faut bien se détacher de cette féerie minérale et revenir sur nos pas. Le cheminement de retour va se faire tranquillement, chacun à son rythme. Il va encore falloir grimper le P34 et surtout dans sa partie étroite. Les jurons fusent, le souffle est coupé, le matériel et le casque frottent partout. Il faut chercher le passage le moins étroit, l'effort est considérable. Petit à petit, tout le monde ressort épuisé, mais les souvenirs de ces merveilles feront oublier les difficultés vécues.